Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre TVC Nouvelles du 20 août 2020. En manchette ce soir, cas de COVID stable dans l'Est ontarien, nouveau centre d'accueil dans la Forêt-la-Rose, une autre fermeture de commerce et une visite virtuelle de la caserne de Rockland. Eh bien, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a annoncé cette semaine que le bilan du nombre de cas positifs de la COVID-19 reste stable dans l'Est ontarien. Le nombre de personnes qui ont reçu un diagnostic positif reste à 180. 118 cas de la COVID-19 sont rapportés dans les comtés unis de Prescott-Russell. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry enregistrent 37 cas. Et puis, on rapporte 25 cas dans la région de Cornwall. 4 cas restent cependant actifs, 2 dans les CUPR et 2 autres dans Stormont, Dundas et Glengarry. Cependant, le Dr Roumliotis du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a répété une fois de plus cette semaine qu'il faut rester vigilant parce que les possibilités qu'il y ait une deuxième vague sont loin d'être écartées. Le BSEO se concentre maintenant à travailler avec les districts scolaires pour affiner leur plan de démarrage d'école pour septembre et avec les opérateurs, dis-je bien, de garderie qui s'attendent à avoir plus d'enfants à charge dès que de nombreux parents retourneront au travail. Le Dr Roumliotis a également confirmé que le BSEO surveillera toute épidémie dans les écoles ou encore les garderies et puis informera le public lorsque de tels incidents se produiront. Le docteur Paul Roumliotis se dit toutefois soucieux et il se demande s'ils font tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut pour protéger les enfants. Selon ce qu'a dit justement hier le docteur Roumliotis concernant la décision d'envoyer ou non son enfant à l'école, n'est ni une bonne décision ni une mauvaise. Il a dit que c'est une question à savoir ce qui est bon pour votre enfant ou votre jeune ou encore pour votre famille. Dr Roumliotis précise que la décision d'envoyer ou non un enfant à l'école doit être prise selon le scénario qui semble idéal pour la famille. Il dit que dans les deux cas, l'enfant devra s'adapter. Les familles devront prendre en compte plusieurs facteurs comme la santé de l'enfant ou encore celle de ses proches. Eh bien, il y a un conseil scolaire pas très loin de chez nous qui se pose des questions. Adrienne McEwen, qui est présidente de l'unité de négociation des enseignants du Haut-Canada de la FEESO, se pose de graves questions concernant la santé et la sécurité des élèves et des enseignants. Elle a écrit au Conseil scolaire anglophone de l'Ontario en expliquant que le conseil d'administration doit assumer la responsabilité de toute cette journée scolaire, y compris à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Elle souligne qu'il y a de graves lacunes dans les plans de réouverture de l'UCDSB. À la fin de la journée scolaire, avant d'arriver à la maison, chaque élève de chaque lycée sera exposé à plus de 100 contacts directs et indirects en violation, dit-elle, évidente de la santé et de la sécurité. Et les enseignants du secondaire de l'UCDSB demandent à la commission scolaire de rédiger un plan qui respecte l'éloignement tel que défini par l'unité sanitaire locale et la recherche des contacts tels que requis par le ministère de l'Éducation. Voilà pour ça. On s'en va sur un autre virus cette fois-ci. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario confirme qu'il y a un premier cas humain d'infection par le virus du Nil occidental de l'été dans la région ici. À ce jour, il n'y a pas eu de résultats positifs de la maladie dans un bassin de moustiques sur le territoire du BSEO. Mais le cas humain, justement, d'infection indique que le virus est bel et bien présent parmi la population locale de moustiques. Dr Paul Roumliotis explique que ce dernier cas humain d'infection par le virus du Nil occidental confirme justement que ce virus continue de préoccuper le Bureau de santé de l'Est ontarien. Il incite donc les résidents à être plus prudents et à prendre les précautions nécessaires pour se protéger eux-mêmes et leurs familles.
Bien sûr, avec les temps, la température un petit peu plus froide actuellement, les moustiques sont beaucoup moins fréquents. Mais s'il y a une vague de chaleur qui nous revient, il faudra faire attention. Bien, bonne nouvelle pour les travailleurs de première ligne, ceux-ci qui jouent un rôle essentiel dans la santé des Canadiens. C'est la raison pour laquelle l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, après que plusieurs manifestations aient eu lieu un peu partout au pays, il a annoncé l'adoption d'une mesure temporaire qui offre une voie d'accès à la résidence permanente pour les demandeurs d'asile travaillant dans le secteur des soins de santé durant la pandémie. En vertu de cette mesure, les demandeurs d'asile de partout au Canada qui travaillent aux premières lignes et fournissent des soins directs aux patients dans des établissements de soins de santé, ils pourront présenter une demande de résidence permanente s'ils répondent naturellement aux critères. Cette approche tient compte des personnes qui ont un statut d'immigration précaire et comble un besoin urgent tout en risquant leur vie pour prendre soin d'autrui au Canada. À l'instar de toutes les demandes pour considération d'ordre humanitaire et suivant l'engagement du gouvernement à l'égard du regroupement familial, les membres de la famille du demandeur principal étant au Canada seront compris dans la demande et recevront la résidence permanente si la demande est approuvée. Les personnes dont la demande d'asile a été jugée irrecevable ou celles encore dont la demande a fait l'objet d'un désistement ou d'un retrait, ils ne seront pas autorisés à présenter une demande. Alors, il y a la construction d'un nouveau centre d'accueil dans la Forêt-Larose qui se fera bientôt dans le secteur de Limoges. Ça a débuté. Ça a débuté il y a quelque temps. Ce projet d'une valeur de 980 000 permettra aux utilisateurs de louer, par exemple, des vélos ou encore des raquettes. On pourra aussi profiter d'une aire de détente et d'une source d'eau potable. La construction de ce centre d'accueil représente un partenariat important entre les Comtés unis de Prescott-Russell et l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario. FEDEV Ontario a ainsi investi 350 000 à travers le Fonds pour les expériences canadiennes, alors que les CUPR ont ajouté un montant quand même important de 630 000 pour la réfection des chemins, le stationnement et l'aménagement pour la gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet. Selon le président du Conseil des CUPR, Pierre Leroux, l'inauguration de ce nouveau centre d'accueil devrait se faire cet automne. Francis Dauin, le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, il se dit ravi d'appuyer cet important projet pour la collectivité de Prescott et Russell. Il estime que la construction d'un centre d'accueil des visiteurs, dis-je bien, dans la Forêt-Larose, permettra aux touristes d'accéder à la beauté naturelle de cette région, riche au plan géographique, et d'en profiter davantage. Eh bien, triste nouvelle, le magasin de produits locaux naturels Magstore, qui s'était établi à Bourgette au mois de décembre 2019, vient d'annoncer sa fermeture définitive. Très apprécié de la population, ce commerce proposait des produits hydroponiques et plusieurs autres produits des marchands locaux. Mais la COVID-19 a changé les plans du propriétaire Frédéric Miner. Comme il le dit, la clientèle a baissé de plus en plus, ce qui a engendré, dis-je bien, une baisse de revenus. On écoute ce qu'il avait à dire à ce sujet. Alors, M. Miner, on vient d'apprendre, on est à Bourgette dans votre commerce Megstore, puis on a appris que vous alliez fermer définitivement vos portes. Vous qui aviez ouvert au mois de décembre 2019, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, au mois de décembre, le 5 de décembre 2019, on a ouvert ici au public, en espérant de voir comment c'était pour faire la transition de Noël, aller au jour de l'an, puis après ça, de là, vraiment partir de nouveau. Ça allait bien jusqu'au mois de juin, avant que le COVID-19 fasse vraiment son apparition dans nos régions. De là, là, on a vu vraiment une prédiction, disons, financière, si on fait une projection de l'argent, combien est-ce qu'on était pour recevoir tout, fait que tout avait été débalancé. On ne pouvait plus vraiment se fier ou justifier vraiment exactement combien les recettes étaient pour être, et ainsi de ça. Fait que là, on a dû
prévoir la possibilité de la fermeture. Puis ensuite, mais là, avec les rapports qu'on a eus depuis les derniers 2 mois, qui est juillet-août, on voit drastiquement une baisse. Donc, avant de perdre de l'argent, on aime mieux de fermer dans le 30 de septembre qui s'en vient. OK, le 30 septembre, vous fermez, mais il y a eu une baisse à cause de la COVID. Les gens achètent moins parce que ici, dans votre magasin, vous avez des produits des producteurs locaux, biologiques, hein? Et puis, les gens achètent moins, ils viennent plus. Ben c'est ça exactement. On a posé des questions à nos producteurs, qu'est-ce qui se passait de leur côté et vers le nous en même temps, voir l'interaction entre autant que la viande que les légumes, la production de légumes. À Ottawa, ça fonctionne encore, mais pas autant que c'était. Donc, si eux autres, c'est dans beaucoup moins de volume ou d'achalandage d'achat, pour nous ici, c'est certain que c'était pour décembre. Dû à la publicité qu'on a dépensée avec les postes d'office, après ça, les journaux, pour essayer de promouvoir nos producteurs locaux qui sont alentour d'ici. On a dépensé beaucoup d'argent à l'intérieur de ça. Puis ensuite de ça, pour faire certain que le magasin puisse, disons, promouvoir nos producteurs. Mes 2 filles qui travaillent ici, ils n'ont aucun salaire. Donc, vraiment, les recettes qu'on a au magasin, ça s'en va vers ça, vers la publicité. Et même avec la publicité, on vient pas au bout de tenir l'achalandage ici, que ce soit le local, quand on dit exactement de Bourgette, Castleman, Embrun, Rockland, Saint-Pascal, aller jusqu'à dans l'Est, on voit qu'il y a une baisse drastique. On s'est même ajusté pour pouvoir faire la vente en ligne avec la livraison, l'option de livraison, puis ça l'a donné 0. Et 0, vraiment, là, c'est vraiment 0,01 % que ça n'a pas vraiment augmenté les ventes. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on a vu comment ça s'en venait. Fait que c'était pas dur à voir où ce qu'on. La flèche ne monte pas, elle descend là, drastique. Fait qu'avant de perdre d'argent, on a décidé de fermer. Et selon vous, c'est dû à la COVID? Ah oui, c'est certainement. Mais vous aviez beaucoup de gens au début, je me souviens, je voyais ça. Il y a beaucoup de monde qui venait. Est-ce que il y en a qui vous disent qu'ils sont vraiment déçus? Absolument. Là, depuis qu'on l'a annoncé 2 ou 3 jours passés, là, Cassandra qui a fait l'annonce exactement qu'on n'était pas fermé. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont déçus, sont désolés de voir ça, mais c'est que nous, on voit l'achalandage du local ici, puis disons, c'est dur parce que c'est avec le COVID, moins d'argent, moins de déplacements possibles, puis en plus de ça, c'est toujours à être aux aguets de la possibilité de contracter ou pas, ou l'achalandage, les mondes qui ont le droit de dire de ne pas porter de masque, et tout ça. Fait que ça, c'est un impact beaucoup. Quand ils viennent dans un petit magasin restreint comme ça, bien là, c'est la santé de tout le monde, bien autant que ceux qui sont ici aussi. Vous avez une culture, pas une culture, mais vous faites pousser vos légumes vous-même, hein, d'une façon assez spéciale. Expliquez-nous un peu c'est quoi, puis est-ce que vous allez garder ça? Si on parle de l'aquaponie, oui. Je vais garder notre commerce d'aquaponie parce que c'est le futur, c'est ça qui va nous rester. Exactement, au 3404 Boudreau à Curran. On fait l'élevage du tilapia, qui est le poisson, qui fait des excréments. Avec les excréments, ça devient de la nourriture pour l'eau pour les plantes. Et la transition entre les bonnes bactéries bénéfiques et le tout, mais ça nous donne des plants de salade, de fines herbes quelconques. Donc, vous gardez ça, votre commerce, parce que c'est assez spécial. D'ailleurs, on peut voir un article dans le guide de Clarence Rockland. Eh bien, écoutez, M. Miner, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à vous. De son côté, la responsable du développement économique de Clarence Rockland, Alexandra Riel, explique comment les commerçants vivent la situation et comment se porte l'économie dans la cité. Alors, Madame Riel, il y a plusieurs commerces qui ont fermé dans la cité de Clarence Rockland. Connaissez-vous le nombre? Est-ce qu'il y en a plus que... Bien, là, il y en a 2, mais il y en a sûrement plus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la fermeture des commerces à cause de la COVID, justement?
il y en a ceux qui c'est au cause de la COVID. Il n'y en a pas beaucoup qui ferment. Il y en a beaucoup qui sont dans une situation difficile. C'est difficile pour eux avec les revenus et pour travailler avec la situation COVID. Mais pendant le mois de mai jusqu'à juillet, c'est amélioré, je pense. En mon opinion, on a envoyé des sondages avec les comtés unis. On a envoyé un sondage pendant le mois de mai, puis encore pendant le mois de juillet. Puis les résultats de le sondage s'étaient améliorés pendant les 3 mois depuis le début de COVID. Mais c'est encore une situation difficile pour les entreprises parce qu'ils doivent retourner au travail, puis ils sont fermés pour les 3 ou 4 mois pendant le COVID, puis c'est ça qui est pas la meilleure chose pour eux. Alors, leur santé psychologique, comment ils se sentent, les commerçants, les avez-vous rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand on demande des questions, puis on a aussi fait des appels aux des entreprises propres à Clarence Rockland, pour la plupart des personnes qu'on a parlé avec, ils sont corrects, mais ils travaillent fort. Ils sont fatigués aussi, mais je peux pas dire qu'ils sont contents, mais ils sont optimistiques, je pense. OK, parfait. Et puis, comment se porte l'économie? Bon, depuis la COVID, c'est pas évident. Comment se porte l'économie de la cité de Clarence Rockland? Je pense que c'est la même chose, pas juste pour Clarence Rockland, mais pour le pays, la province. C'est difficile ici, mais ça commence d'avoir un petit peu d'amélioration. Pendant les mois d'avril puis de mai, c'était très difficile, mais maintenant, je pense que avec le stage 3 de COVID, de la réouverture, je pense que toutes les situations améliorent. Il y en a les services alimentaires, les commerces de détail qui ont ouvert. On peut rentrer dans les magasins. Puis je pense que les entreprises ont aussi changé comment ils font leur propre business avec les services en ligne, puis des choses comme ça. Je pense que toutes les choses comme ça aident les entreprises d'avoir les plus meilleurs résultats pendant les prochains mois. Merci beaucoup, Mme Riel. Et le YMCA de Clarence Rockland rouvrira bientôt ses portes. Piscine, salle d'exercice, les résidents pourront de nouveau y avoir accès. Mais comment ça se passera? Quelle sera la marche à suivre? Bien, Mme Riel nous en dit un peu plus. On l'écoute. Madame Riel, on parlait d'une prochaine ouverture du YMCA. Est-ce que ça va se faire bientôt et comment ça va se faire? À ce moment, j'en ai pas les détails. Je le sais que la cité puis le YMCA travaillent ensemble pour planifier la réouverture de le YMCA, mais on n'a pas encore les détails. Quand les détails sont disponibles, ils vont nous donner quand ils vont ouvrir, les dates, qu'est-ce qui va arriver au centre. Je pense que ça va être pas la même chose que c'était l'année passée, mais je le sais que la ville, puis aussi le YMCA, il veut réouvrir aussitôt que possible, mais il veut être certain que c'est le meilleur plan pour eux et pour les membres et pour les participants dans les programmes. Parce que c'est pas évident. Il y a une piscine, la salle d'exercice aussi. Ça va être assez difficile de mettre des restrictions ou de se baigner à 2 mètres l'un de l'autre, je sais pas, avec des masques. Oui, ça va prendre beaucoup de planification pour les deux côtés, mais pour certaines, pour le YMCA, pour être certaine que le plan qu'ils ont, c'est le meilleur. À ce moment, le YMCA est juste ouvert pour les camps d'été. Puis au fin de août, ça va être fermé encore jusqu'au qui ont certaines que le plan est meilleur pour la réouverture. Mais on n'a pas de détails à ce moment. Je le sais que les deux parties travaillent ensemble. Merci beaucoup, Mme Riel.
Eh bien, un an après l'inauguration et la visite de la caserne de pompiers de Bourgette, qui avait attiré beaucoup de monde, on s'en souvient, l'été passé, c'est au tour de celle de Rockland d'inviter les résidents à une visite, mais celle-ci sera ou est virtuelle. Pour remédier à la pandémie de COVID-19, la municipalité a décidé d'opter pour un format vidéo publié sur YouTube. Alors, on trouve cette vidéo sur YouTube. La nouvelle caserne de Rockland, comme celle de Bourgette d'ailleurs, héberge une station d'ambulance des services d'urgence de Prescott-Russell. Le montant alloué par la cité de Clarence-Rockland pour la construction de ces 2 casernes s'élève à plus de 9 millions de dollars. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était votre TVC Nouvelles du 20 août. Merci d'avoir été avec nous encore une fois et toujours de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.